La méditation est-elle dangereuse? Il y a une étude qui est sortie récemment, 2022, qui montre que 10% des personnes étudiées qui pratiquaient la méditation de mindfulness, donc de pleine conscience, 10% de ces personnes-là avaient développé des troubles négatifs, du stress, de l'anxiété. Ces personnes-là n'avaient pas de troubles au départ, mais ils en avaient développé suite à la pratique de cette méthode particulière de méditation qui est la plus étudiée dans le monde occidental. En tombant sur cette étude-là il y a quelques jours, j'ai voulu en faire une vidéo pour clarifier deux choses qui, selon moi, sont souvent mal comprises au sujet de la méditation. Et ces deux choses-là, une fois qu'elles sont clarifiées, selon moi, elles permettent de mieux répondre à la question de est-ce que méditer, ça peut être dangereux? À vrai dire, comprendre ces deux choses-là nous permettra de ne plus se poser cette question-là, de comprendre que cette question n'a pas vraiment de sens, mais qu'elle pourra être changée par des questions plus intéressantes du genre de quelle méditation ai-je besoin dans tel type de situation, selon comment je me sens, comment choisir la bonne méthode de pratique intérieure, la plus adaptée pour moi. Alors tout d'abord, c'est assez marrant parce que l'étude qui a été faite, elle a été faite dans le monde occidental. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est intéressant parce que en fait, ça révèle notre rapport à la méditation euh, dans le monde moderne, occidental, qui représente quelque chose d'assez nouveau dans l'histoire, de la culture de l'Ouest, entre guillemets, mais qui est quelque chose d'ancestral dans les cultures de l'Est, orientale, et qui est totalement perçu différemment. Dans notre monde moderne à nous, on perçoit la méditation comme quelque chose qui va nous rendre plus performants, quelque chose qui va nous détendre, quelque chose qui va nous permettre de faire le vide. Et pour les orientaux, tous les termes que je viens d'utiliser pour décrire la méditation sont problématiques. Pourquoi? Parce que faire le vide, se détendre, être plus concentré, être plus performant, etc., eh bien tout ça, ça représente exactement l'inverse de ce qu'est la méditation à proprement parler. Parce que se détendre, faire le vide, euh, être plus performant, ça représente justement des actions. La méditation au départ n'a rien à voir avec tout ça, parce que c'est l'action même de ne rien faire. La méditation, c'est pas vouloir se détendre, c'est pas vouloir faire le vide, parce que dans le mot se détendre, il y a le mot tendre, dans le mot faire le vide, il y a le mot faire. Et lorsqu'on comprend ça, on comprend que la méditation est déjà de base quelque chose de très mal compris dans ses fondements mêmes. Alors, en supposant que l'étude en question a compris le sens profond, le sens originel de la méditation, la deuxième chose qui révèle une mécompréhension profonde du sujet, c'est que vouloir étudier la mindfulness, donc la méditation de pleine conscience, pour pouvoir prouver si la méditation a des bienfaits ou si elle est dangereuse, c'est comme aller chez le kiné et attendre que le kiné, quelle que soit notre blessure, quelle que soit notre maladie, quelle que soit notre douleur, on attend du kiné qu'il nous fasse faire des étirements. Pourquoi cette métaphore? Parce qu'il nous semblerait absurde de se faire prescrire uniquement des étirements par notre kiné. Je veux dire, si j'arrive et que j'ai une déchirure musculaire, simplement juste m'étirer, ça peut avoir l'effet inverse. Selon si j'ai un problème à l'articulation, selon si c'est une douleur chronique, une douleur dans le mouvement, etc., les kinés le sauront mieux que moi, mais les étirements peuvent marcher pour beaucoup de choses. Mais déjà, de un, c'est pas la seule thérapie, c'est pas la seule manière de traiter. Il y en a une infinité d'autres. Il y a le renforcement musculaire en excentrique, en isométrique. Il y a le travail de mobilité. Il y a le travail sur le système nerveux. Donc il y a tout un tas de choses qui, quand on va chez le kiné, selon ce que j'ai, il saura exactement quoi me prescrire. Et pour la méditation, c'est marrant parce que dans le mode occidental, quand on dit méditation, on imagine juste quelqu'un fermer les yeux et faire quelque chose, un truc assez mystique. Et lorsqu'on l'a étudié sous l'angle de la pleine conscience, on a pris conscience justement que les méditants chevronnés, ils avaient un pouvoir de concentration, de maîtrise de leurs émotions, de gestion de la douleur qui était infiniment plus élevé que les débutants.
Et parmi les débutants, on avait 10%, ces 10%-là, pour qui ça avait des effets négatifs. C'est bizarre, en fait, c'est comme si on disait à quelqu'un qui va chez le kiné, quelqu'un qui s'est blessé, de lui dire de s'étirer, alors qu'en vrai, peut-être que l'étirement pour lui, serait pas bon. Et même les kinés vous le diront, mais même dans les étirements, il y a différents types d'étirements. Il y a les étirements passifs, il y a les étirements actifs. Donc c'est selon moi assez curieux de percevoir la méditation comme étant simplement une seule méthode, donc la méditation de pleine conscience. Dans les sciences yogi, par exemple, la méditation est une science, littéralement. Il n'y a pas de mot pour dire méditation, parce que il y en a une infinité. Il y en a en tout cas de nombreuses formes, de nombreuses sortes, selon ce que l'on cherche, selon notre état. Alors que chez nous, dans le monde occidental, eh bien, on utilise notre science à nous pour étudier ce qu'est la méditation. C'est un petit peu comme si les yogis étudiaient la science occidentale comme étant une discipline qui peut avoir certains bienfaits avec certains dangers. Ouais, c'est un petit peu comme si les yogis étudiaient la méthode scientifique occidentale comme étant la science. Comme si pour eux, ils avaient dans leur modèle du monde une catégorie, une discipline appelée science occidentale et qu'ils l'étudiaient pour voir si elle avait des bienfaits, des risques, et qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de risques dedans. Ce qui peut sembler particulièrement absurde ici, puisque pour nous, la science, c'est tout un monde, c'est plein de disciplines dans les sciences. Il y a les sciences humaines, il y a les sciences dures, il y a les sciences. Eh bien, pour ce qui est de la méditation et des pratiques immatérielles, dans le monde oriental, il s'agit justement d'un groupe de disciplines. Il s'agit de plusieurs sciences différentes et de pratiques qui sont autant variées que spécifiques à des situations particulières. Par exemple, admettons que les yogis étudient la psychanalyse, pensant qu'ils sont en train d'étudier toute la science occidentale des psychothérapies, et qu'au final, ils se disent, en fait, si la psychanalyse, elle ne marche pas pour telle partie de la population, alors toutes les psychothérapies occidentales ne marchent qu'à 60 ou 70%. Et qu'il y a 40% des personnes sur qui ça n'a pas d'effet ou sur qui ça a des effets négatifs, où ils s'autoflagellent, où ils se surdiagnostiquent mentalement. Et bien en fait là c'est exactement la même chose. Nous, avec notre regard occidental, lorsqu'on veut étudier la méditation, c'est exactement ce qu'on fait. Parce que pour les yogis, justement, en tout cas pour les sagesses orientales, la méditation c'est une science. Il y a autant de méditation qu'il y a, je dirais même peut-être plus, qu'il y a de psychothérapie. Si dans les sciences cognitives, il y a les neurosciences, il y a les thérapies cognitives et comportementales, s'il y a la psychanalyse, etc., eh bien pour l'Orient, là d'où vient la méditation à vrai dire, parce que les Grecs parlaient de cette pratique de méditation, mais ils s'étaient inspirés justement de l'Ouest, ils s'étaient inspirés, il me semble, de l'Inde. Eh bien, pour la science de la méditation, eh bien, il y a tout autant de disciplines. Il y a la méditation vipassana, il y a la méditation du zazen, il y a plein de méditations différentes. Donc c'est pour illustrer cette absurdité de vouloir réduire la méditation à simplement la pratique de pleine conscience, qui n'est qu'une des manières de méditer. Une autre métaphore qui permettrait de mieux comprendre, c'est la métaphore du petit déjeuner. C'est comme dire que le petit déjeuner pour 80 voire 90% des gens, c'est bénéfique et que pour 10% des personnes, en fait, c'est pas bon. Que prendre un petit déjeuner pour 10% de la population, c'est dangereux. Et à vrai dire, si on zoome un petit peu, on voit que c'est peut-être pas forcément le petit déjeuner en soi, mais peut-être plus le fait de manger des céréales comme premier repas, qui peut pour 10% de la population créer des problèmes de digestion, de ballonnement, qui peut accentuer l'inflammation, et qu'il faudrait, pour ces personnes-là, pas qu'elles arrêtent de prendre un petit déjeuner. Peut-être que ça les aiderait d'arrêter, mais peut-être que ça les aiderait tout simplement de ne pas manger de céréales et de manger autre chose, comme des protéines, des légumes ou des fruits. Personnellement, je suis allé moi-même me chercher qu'est-ce qui se faisait dans ce domaine-là, de la méditation, et donc chez les moines zen, chez les philosophies soufis, dans les sciences yogi. Et c'était très intéressant de voir qu'il y avait vraiment une infinité de méditations possibles et que selon qui on est, selon comment on se sent, eh bien il y aura tel ou tel type de méditation qui sera le plus adapté pour nous. C'est très intéressant, donc
Moi, j'ai eu la chance de découvrir la méditation grâce à une série de vidéos sur YouTube, de méditation semi-guidée, qui m'ont permis de découvrir de manière très ludique, avec un esprit neuf, plusieurs types de méditation d'affilée en 15 jours, comme ça. Et donc il y avait plusieurs types de méditation. Il y avait la méditation sur l'observation simple de ses pensées, il y avait la méditation du lâcher-prise, il y avait la méditation du détachement, il y avait la méditation sur l'équanimité, donc l'amour inconditionnel. Il y avait l'entraînement sur certains sentiments qu'on veut nourrir, comme la compassion, la compersion, le fait d'être heureux pour les gens, la compassion, donc le fait de ressentir le malheur et la douleur des gens, et paradoxalement d'en ressortir plus heureux, car on se sent plus connecté aux gens, à ce qui nous entoure. Et donc après, dans ma recherche, j'ai pu découvrir d'autres types de méditation qui se basaient cette fois-ci sur les différentes formes de respiration que l'on peut expérimenter, que l'on peut entraîner pour atteindre certains changements et observer des transformations dans notre corps et dans notre esprit, qui ne sont au fond que la même chose. Dans ma recherche, à aucun moment je suis arrivé à la conclusion de «Ah, la méditation c'est ça en fait». Parce que lorsqu'on se pose et on s'assoit, et on ferme les yeux, on reste immobile, et qu'on rentre à l'intérieur de soi, on découvre en fait l'infini espace de jeu que représente notre existence. Et pour moi, la méditation, ça représente qu'une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand, certains l'appelleront Dieu, certains l'appelleront l'être, d'autres l'appelleront la conscience. Mais tout comme la prière, tout comme l'art, tout comme la contemplation, eh bien, la méditation n'est qu'une porte. Et les portes, il y en a une infinité, de toutes formes, de toutes couleurs. C'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à passer par une porte qui n'était pas adaptée à nous que ce qui se trouve derrière ne nous sera jamais accessible, ne nous sera pas bénéfique. C'est pas parce que j'arrive pas à ouvrir la porte de mon salon de chez moi que je peux pas y entrer. Si je peux pas y entrer, je peux entrer par une autre porte, par la fenêtre, par le balcon, par la véranda. Donc, donc voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo, mais en tout cas, euh, je reviens un petit peu aux vidéos un peu moins montées et un peu plus improvisées. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Tchuss.